Merci à toute la rédaction pour cette édition. À présent, le magazine, bienvenue dans ce magazine et tout de suite, voir le menu. Il s'agit du reportage du jour avec les populations de Médina Mbaba, un quartier périphérique de Kaolack où la vie devient chaque jour plus difficile. Le quartier soumis aux caprices de l'hivernage, les populations ne dorment plus avec les inondations, mais également le manque d'éclairage public qui est la source de toute l'insécurité. Et l'invité de la rédaction, Mohamed Sam, le secrétaire général du RTAS, le Rassemblement des travailleurs africains Sénégal, à Pencho Réumi. Nous allons donc revenir avec lui sur la situation politique du Sénégal, mais également la position des partis de gauche qui ont également parlé de la libération de la grâce présidentielle donc accordée à Karim Wade. Et puis pour cette revue des quotidiens ce matin, c'est la grâce présidentielle pour Karim Wade qui fait donc gémir la gauche. Ensuite, il pense que cette question qu'on ne doit pas être donc le moyen d'enterrer la traque des biens dits mal acquis. Et puis toutefois, de croire qu'il rectifie Idriss Seck par rapport à la libération de Karim Wade, c'est dans la presse du jour. Entre devoir de vérité et passivité, ce qui freine Karim Wade, c'est le menu de nos quotidiens et j'aurai le plaisir de les lire pour vous. Et tout de suite, dans l'international, nous allons en Afrique d'abord, Madagascar qui renforce sa sécurité, ensuite au Royaume-Uni et enfin en Asie-Pacifique après l'attentat de Dakar, l'Inde qui renforce sa sécurité notamment à la frontière. Un récit signé Marc Diouf. L'actualité internationale en Afrique, Madagascar renforce sa sécurité à l'approche du sommet de la francophonie. La 82e section de l'Assemblée parlementaire de la francophonie débute ce 8 juillet à Antananarivo et doit durer 4 jours. Près de 400 personnalités sont attendues dont la secrétaire générale de la francophonie, Michel Jean. Dès l'arrivée massive de ces participants de sommet a fait la semaine dernière une série de simulations pour bien orchestrer l'arrivée des avions et les trajets dans les rues embouteillées de la capitale. Nous poursuivons ces informations au Royaume-Uni. Nigel Farage un Brexit et puis s'en va. Moins de 10 jours après l'approbation par référendum d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'un de ses principaux partisans décide de quitter la tête du parti anti-européen, UKIP qu'il a créé en 1993. Europhobe de toujours, Nigel Farage a annoncé sa démission ce lundi 4 juillet. Il dit vouloir reprendre une vie normale. Après le renoncement de l'autre leader du camp du Brexit, Boris Johnson, ancien maire de Londres au poste du Premier ministre, était un autre coup dur pour le camp du Leave, pourtant victorieux. En Inde, après l'attentat de Dakar, l'Inde renforce la sécurité à sa frontière. Le nord-est de l'Inde est en état d'alerte après l'attentat qui a frappé Dakar dans la nuit du vendredi à samedi. 5 États limitrophes de Bangladesh ont renforcé la sécurité à la frontière ce lundi 4 juillet, craignant une infiltration de terroristes. Cette frontière, la 4e plus longue du monde entre deux pays, est réputée poreuse et a souvent été franchie d'un côté comme l'autre par des groupes. Pour le reportage du jour, nous allons à Médina Mbaba, un quartier périphérique de Kaolack où l'éclairage public manque terriblement et la sécurité s'installe. Avec l'approche de l'hivernage, les populations ne dorment plus. Le quartier, depuis des années, est soumis au caprice donc de l'hivernage avec notamment des inondations parfois meurtrières. Une correspondance à Kaolack de Amadou Libaye. Les populations de Médina Mbaba, un quartier périphérique de Kaolack, dénoncent leur mal-vivre. Leur localité fait un manque d'électricité. Aujourd'hui, je crois que même les coins les plus reculés, c'est-à-dire les hameaux, je ne parle même pas des villages, même les hameaux aujourd'hui sont électrifiés ici au Sénégal. Et on ne peut pas vraiment tolérer ou bien admettre un quartier qui se trouve là au cœur de la ville sans électricité. Vraiment, c'est une situation que nous déplorons et ça date de longue date. Autre difficulté évoquée par les populations, l'insécurité. Parce que nous vivons dans une obscurité. C'est Médina Mbaba et les fiefs des voyous, c'est le fief des bandits. Ces populations de Médina Mbaba qui souffrent le martyre sont sur le qui-vive, surtout avec l'arrivée de l'hivernage. Nous n'avons que 2 rues, mais ces rues-là sont impraticables. L'accès est incommode, voire impossible, surtout en période d'hivernage. Et cela donc a des conséquences. Par exemple,
pendant l'hivernage, on a des problèmes pour évacuer les malades. Donc les taxis n'osent même pas entrer. Les Jakarta, on n'en parle même pas. Les charrettes aussi, des fois, ils refusent vraiment d'entrer dans le quartier parce que donc c'est un quartier qui est inondé durant toute l'hivernage. Et vraiment, ça nous pose d'énormes problèmes. Les maladies sont là, donc à partir du mois d'août jusqu'à octobre, tous les enfants sont malades. Et nous enregistrons des taux de mortalité les plus élevés ici au niveau de la commune. Et vraiment, nous déplorons cette situation. Loti, depuis 1989, Médina Mbaba manque presque de tout. Ses habitants, qui se sentent oubliés, réclament plus de considération de la part des autorités. Donc, c'est un quartier qui est inondé durant toute l'hivernage. Et vraiment, ça nous pose d'énormes problèmes. Les maladies sont là, donc à partir du mois des autorités. Amadou Limbaye à Kaolack, Walfadjri. Voilà, Amadou Limbaye à Kaolack, merci d'inviter donc de ce magazine. C'est M. Mohamed Samb, le secrétaire général du RTAS, Rassemblement des travailleurs africains Sénégal, Pencco Rewmi. M. Mohamed Samb, bonjour. Bonjour. Voilà l'actualité donc. On va démarrer peut-être avec la sortie des partis de gauche qui aujourd'hui donc demandent qu'on réglemente davantage ce qu'on appelle la grâce présidentielle, une prérogative du président, mais qui pourrait peut-être, selon certains, être le moyen d'enterrer cette fois-ci la traque des biens dits mal acquis. Pouvez-vous revenir sur les points essentiels de votre rencontre d'hier? Peut-être que si le coordinateur, Bab Dembassy, aurait été mis à même, parce que c'est lui le porte-parole, de revenir sur ça. Mais puisque vous m'avez invité à titre tout à fait personnel à venir à vous en parler, je veux simplement dire que notre préoccupation à travers cette conférence de presse, c'était de soulever à la fois la question de la gouvernance et la question également des préoccupations sociales. Il faut dire les premiers éléments même de cette conférence de presse articulent deux questions fondamentalement. Celle du collectif des ex-travailleurs de Transplace, c'est 15 collectifs. Sotiba, Icotaf, Sodifitex, BCAO, Sotrac, Sapal, SDV, etc., dont les travailleurs sont depuis des années, certains depuis plus de 20 ans, d'autres 16 ans, en train de courir derrière leurs droits. Or, pour beaucoup d'entre eux, le conflit qui les avait opposés à leur patronat a fait l'objet d'un jugement. La justice même a donné raison. Ils ont donc en main une décision de justice qui n'est jusqu'ici pas appliquée du tout. Ce qui pose un problème même par rapport à l'état de droit dans notre pays. C'est une sorte de déni de justice et les victimes de cela sont des travailleurs qui ont donné leur jeunesse, qui ont donné leur vigueur, leur force à ce pays pour construire économiquement le pays, le stabiliser socialement et qui sont plus de 6 000 agents en charge de famille. Plus de 6 000. Ça signifie l'échec de la politique sociale de ce gouvernement? Il y a une sorte d'inertie? Non, ce n'est pas le propre de ce gouvernement. Cela ne découle pas de ce régime-ci. C'est depuis, quand on parle de 20 ans, 16 ans, 15 ans, 10 ans, c'est plus que 4 ans. C'est plus que Pourquoi 5 ans. le statu quo jusqu'à Alors, présent? donc, la question, c'est qu'il y a dans ce pays des zones que je peux appeler de non-droit, où des citoyens, surtout des travailleurs, les indigents, les pauvres, ne sont pas logés à la même enseigne en ce qui concerne la justice, n'est-ce pas, l'administration de la justice. Et ici, c'est extrêmement grave. C'est plus rapide quand c'est une question politique Soit pour une question qui relève, même pas plus rapide, mais je veux dire, on met les travailleurs dans une situation où ils n'ont aucun recours autre que celui de prendre la rue ou de faire la grève de la faim, pendant que les patronats ou les services de l'État sont dans un silence, dans une impunité totale. Et c'est cela qui est inadmissible. Et moi, je voudrais en profiter pour dire très clairement, depuis longtemps, depuis une année, ce collectif fédéral existe, est en train de travailler et est en train de frapper à la porte du président de la République. Il y a une première réponse. Et aujourd'hui, son directeur de cabinet a reçu le collectif et il y a
un comité technique qui est mis en place pour la gestion de ces dossiers. Ce que nous demandons, c'est qu'il y ait diligence dans cette affaire, parce qu'il s'agit véritablement de drames sociaux que vivent ces populations. La gestion de ce dossier et la gestion du dossier de Karim Wade, une grande différence. Donc, aujourd'hui, est-ce que ça signifie que le parti de gauche s'oppose vraiment à cette grâce accordée à Karim Wade, ou bien c'est Ce n'est pas une opposition. Si vous avez bien suivi le texte de Pape Demba tel qu'il l'a articulé, il s'interroge sur cela. Il s'interroge sur cela d'autant que, depuis, il n'y a pas eu d'autres comme personnes jugées, condamnées, que Karim et ses complices et l'autre qui s'occupait du cadastre un peu, Taïbou Ndiaye. On n'en connaît pas d'autres. Or, on nous parlait de 25 dossiers. Ce qui nous inquiète, c'est justement cette lenteur qui semble être un coup d'arrêt. Si à cela s'ajoute la libération de Karim Wade, nous nous posons des questions. Et ce que nous voulons dire par rapport à ça, c'est faire comprendre. Nous comprenons que cette grâce est une prérogative présidentielle. Nous comprenons que cette grâce est une levée de la privation de liberté. Et elle ne touche pas les sanctions encourues par M. Wade en termes de mainmise sur les biens, d'amende à payer et de 138 milliards et plus 10 milliards d'intérêts de droits, je crois, par rapport au civique. Je pense que c'est important de rappeler ça. Et de rappeler également que la traque doit continuer. Le point majeur de notre conférence de presse, c'est que le bien mal acquis doit se poursuivre jusqu'à son terme. On a droit d'espérer dans le cadre de l'indépendance de la justice. Parce que si vous vous rappelez bien, dès que le processus a été enclenché, la justice a pris son temps pour dérouler et aboutir en respectant toutes les étapes en termes de faire droit aux avocats, aux défenseurs de Karim Wade, faire droit à son appel même auprès de la Cour suprême. Mais l'acte juridique a été pris. L'arrêt est clair, il est applicable. Maintenant, s'il a fait la moitié de sa peine, s'il a droit à une liberté conditionnelle ou à une grâce, peu importe. Nous, ce qui nous importe le plus, c'est ce que je viens de dire. Et nous devons élever une mobilisation très forte pour accompagner cela, pour faire en sorte que cette exigence de reddition des comptes, cette exigence de faire rendre gorge à ceux qui ont détourné d'une manière ou d'une autre les deniers publics soit réalisée effectivement dans ce pays. Cette fois-ci, vous avez opté pour une conférence publique, une sortie donc publique devant la presse. Est-ce à dire que cela signifie que vous n'êtes plus écouté ou bien il y a absence de cadre de dialogue avec l'allié principal qui Non, je veux dire que nous avons toujours, vous n'avez peut-être pas suivi, eu des actes publics posés en termes de conférences publiques pour communiquer sur notre identité, notre regard, le regard que nous posons. Cela, il faut le comprendre en termes doubles. La CDS n'est pas homogène. Tous les partis qui la composent ne font pas partie de la mouvance présidentielle, comme nous, RTS, comme d'autres, LD, PIT, UDF Mbolomi, etc., etc. Il y en a qui ne sont pas membres. De ce point de vue-là, les regards peuvent être autres quand nous sommes dans cette instance, dans cet espace où c'est notre identité qui doit prévaloir, qui tourne autour de la défense des intérêts des populations, autour de la libération de notre pays de manière fondamentale et conséquente au plan économique, social et culturel, autour des conclusions des assises nationales et des conclusions de la CNRI. C'est cela notre identité. Nous pouvons ne pas être d'accord entre alliés sur telle ou telle question. Je donne un exemple. Par exemple, la question de la grâce. Nous, à la CDS, nous sommes encore rivés à la position qui édicte la conclusion des assises nationales et reprise par les conclusions de la CNRI, c'est que le droit de grâce doit être revu. Doit être revu en termes d'être encadré pour qu'avant que le président de la République puisse prendre ce droit, puisse faire valoir ses prérogatives, son pouvoir, que le Conseil supérieur de la magistrature puisse se prononcer. Ça règle deux problèmes.
outre la légalité qui est acquise, la légitimité et l'ajustement et l'arrimage, la cohérence entre ce que pense la justice, la grande juridiction, le conseil des juridictions, et l'acte que veut poser le président de la République. Cela d'ailleurs est en relation forte avec notre vision même du régime politique. Nous sommes pour un régime parlementaire fondamentalement. Cela signifie que, c'est ça les conclusions des assises, même si la CNRI a édulcoré un peu cette question en faisant revenir le régime présidentiel qui est là adouci, nous, au niveau de RTS, nous demeurons fondamentalement attachés au régime parlementaire. Pourquoi? Parce que nous estimons que le régime présidentiel personnalise trop la gestion et la... Il arrive des moments où c'est le président seul, avec sa conscience, qui décide. Vous savez, pourtant, tout homme est faillible. Et seul, en fait, Dieu et son prophète ne le sont pas. Mais dès lors, je crois qu'il est compréhensible que cette question d'encadrement d'un régime, de limitation, de garde-fou du pouvoir présidentiel est une question fondamentale pour nous. Vous pensez qui avons cette conception de réew dañ koy pencho, réew am pench la. Quand on parle de pench, la décision devient collégiale. Et vous le savez, dans nos pench, c'est comme ça que ça se passait. Et c'est ça que nous voulons. Donc même si nous partons de nos réalités traditionnelles et coutumières, de nos cultures, nous nous rendrons compte que même les rois étaient arrêtés quelque part et obéissaient à une certaine collégialité. C'est pourquoi nous en appelons, ce n'est pas encore le cas, mais c'est notre orientation, c'est notre aspiration, c'est notre ligne, à ce qu'on arrive à cela, à une situation où si on n'a pas le régime parlementaire, qu'on ait un régime présidentiel fortement édulcoré en termes de... où les prérogatives du président sont fortement encadrées, pour ne pas dire fortement diminuées. Et la gauche, depuis quelque temps, donc, voit beaucoup de choses, en tout cas un peu gauche par rapport donc, à la gestion du pouvoir. On peut parler de la réduction du mandat à l'époque, qui avait suscité beaucoup de commentaires. Aujourd'hui, on parle de la grâce présidentielle. Comment arrivez-vous maintenant à vous accommoder à tout cela, alors, vous, les alliés? C'est ça qui semble pour certains, je veux dire, incompréhensible. Mais les alliés n'ont pas toujours le même point de vue sur tout. Les alliés s'accordent sur un essentiel. Le socle, c'est quoi? Et le socle est assis sur les conclusions des assises. Mais même dans les composantes, les parties prenantes de ces assises, tout le monde n'a pas le même point de vue. Même à gauche, nous n'avons pas le même point de vue partagé de manière absolue. On a des divergences ou des différences ou des nuances. Il en est de même, a fortiori, dans une alliance telle que Benno Bokk Yakaar ou même Benno Siggil Sénégal. La question essentielle, c'est des dynamiques. Est-ce que les dynamiques que nous voulions imprimer dans ce pays en termes de plus de justice sociale, plus d'équité territoriale, plus de, j'allais dire, une meilleure gestion des deniers publics, une gestion donc, une gouvernance plus vertueuse. Est-ce que nous sommes dans cette dynamique? Ou alors il y a une rupture. S'il y a une rupture, il est évident que les gens ne seront plus dans les mêmes dynamiques. Mais tant qu'on est dans ces dynamiques fondamentales, où ce qui doit primer, ce qui est supérieur à tout, c'est l'intérêt ou les intérêts des populations elles-mêmes, bien comprises. C'est donc la justice sociale, l'égalité et l'équité sociale, l'équité territoriale. Et de ce point de vue, il faut le dire, je donne un exemple très clair. Hier, j'ai entendu une mesure avant-hier du président de la République qui dit il ne veut plus voir d'enfants dans la rue. Il dit retrait immédiat des enfants de rue, en situation de rue. Mais c'est une mesure que nous saluons, que nous magnifions, nous, au niveau de RTS. C'est une mesure salvatrice, parce que ce que l'on met en avant, ce que l'on prend en compte, c'est l'intérêt des populations vulnérables que constituent. Seulement, ça demande un suivi, parce que par le passé, on a vécu des situations... Non, nous n'avons jamais eu. Ma mémoire ne me restitue pas. La loi sur l'interdiction de la mendicité. Non, la mendicité, la loi, elle existe depuis. Mais une mesure spécifique prise, arrêt et mesure actée, c'est-à-dire mise en pratique, c'est la première fois, c'est historique. Et je dis que nous devons, au-delà de féliciter le président,
l'encourager, le soutenir, mais l'accompagner. Accompagner cette mesure. Pourquoi? Parce qu'en réalité, et c'est cela notre compréhension de la politique. La politique ne se fait pas seulement en haut. Le président de la République, le gouvernement, nous-mêmes pouvons avoir les meilleures intentions possibles ou avoir des volontés. Mais si ces volontés ne s'accordent pas avec la volonté des populations à la base, une volonté fortement affirmée, massive, avec une masse critique, rien ne se fera. Parce que vous connaissez notre pays. Les pressions sont fortes. Et il est évident que ceux qui font mendier les enfants, qui même louent des enfants pour mendier, pour en tirer des subsides, les statistiques qui ont été faites sur la question à partir d'une enquête montrent qu'il y a, c'est des milliards. Et nous avons aujourd'hui à Dakar 300 000 enfants. Multiplier 300 000 enfants par 500 par jour, ou même tu fais une moyenne, tu modères, tu modules, tu vas te rendre compte. C'est inadmissible, c'est inhumain. C'est pourquoi c'est cette question fondamentale qui nous préoccupe. Nous disons, cet acte-là, nous le saluons, nous le soutenons, nous l'encourageons, mais nous disons aux populations, aux démocrates de ces pays, mobilisons-nous pour vaincre, pour que l'affaire puisse aboutir de manière effective et soit durable, qu'il n'y ait pas une remise en question en cours de route. Vous avez parlé tout à l'heure de masse critique, c'est ce qu'on attendait justement de cette gauche qui est une masse critique. On attendait qu'elle oriente l'action du gouvernement, qu'elle arrête le pouvoir. Mais les gens, en tout cas beaucoup, soutiennent que depuis que la gauche a mangé du côté de la droite, mais c'est le silence absolu. D'abord, il y a une conception alimentaire que vous véhiculez toujours, manger à la droite. C'est le ventre que l'on regarde, que l'on voit. Mais il y a dans et pour ceux qui connaissent la gauche, qui se sont engagés au temps les plus durs, où personne n'osait, je dis, aujourd'hui, comme aujourd'hui, se poser en politique et défier les pouvoirs. Nous l'avons fait de génération en génération jusqu'à notre génération. Nous avons assumé ces convictions pour, dans la clandestinité, au prix de nos décences, de notre tranquillité, de la paix de nos familles, de notre liberté et même de notre vie. Parce que beaucoup d'entre nous, certains, un bon nombre, sont morts dans ce combat. Je dis, ceux-là ne s'engagent pas pour une question de carrière personnelle ou des subsides ou le ventre. Ils s'engagent à partir de convictions. Et figurez-vous bien, les populations ne sont pas dupes et nos alliés ne le sont pas. Ils connaissent bien ce qu'est la gauche. Si nous disons également des choses quelquefois en dehors d'un cadre, c'est parce que le cadre n'est pas toujours opérationnel. Il n'est pas aussi ouvert, aussi fonctionnel qui nous aurait permis, pour ceux-là qui appartiennent à Benno Bokk Yakaar, de toujours dire ce qu'ils ont à dire. Encore que, je le répète, le système présidentiel est tel que le président a des prérogatives discrétionnaires qu'il prend le soin d'appliquer, réaliser en conformité avec la légalité, et parce que c'est lui qui, demain, seul devant l'opinion, rendra compte. Mais nous disons, nous avons le devoir d'alerter. Nous avons le devoir de mobiliser l'opinion pour accompagner tout ce qui va dans le sens progressiste, tout ce qui va dans le sens de l'intérêt des populations et de notre nation, mais également attirer l'attention sur des mesures ou des pratiques ou des politiques qui pourraient aller à l'encontre. Mais ce n'est pas toujours facile aussi pour vous. C'est pas facile. Parce que le cas de la LD à l'époque, avec le porte-parole Moussa Sarr qui avait fait une sortie. Ce n'est jamais facile, mais c'est un combat à mener. Moi, ce que je ne peux pas accepter, je ne comprends pas chez certains camarades, c'est la démission. Ce pouvoir-là que Macky Sall dirige, nous avons été au cœur du combat. Avant même que Macky Sall ne forme son parti et ne vienne dans l'opposition. Rappelez-vous, il faut avoir de la mémoire. Ceux-là qui, nuit et jour, matin et soir, s'échinaient à déconstruire ce qu'Abdoulaye Wade faisait dans ce pays, à ériger un camp alternatif qui permette effectivement de pouvoir mobiliser les populations pour une autre politique. Ceux-là, c'est ceux qui sont de la gauche, ceux qui étaient dans le Front du Sénégal, qui ont boycotté les élections législatives, qui ont ouvert la voie à une alternative en dehors des institutions, qui ont imprimé la voie pour la constitution et l'organisation des assises nationales dirigées par Amadou Mokhtar Mbow, à qui je rends hommage, qui a contribué à la victoire de Benno Siggil Sénégal
lors des locales de 2009 dans plusieurs contrées, dont celle de Macky Sall, qui a porté les couleurs de Benno Siggil Sénégal à Fatick. C'est ça l'histoire. Et les conclusions des assises nationales, je vous le rappelle également, n'ont pas compris dans leur réalisation au cours de l'année 2008, Macky Sall n'y sont partis. Ils n'y étaient pas encore. C'est après l'achèvement de cette construction, je dis co-construction, sur une durée d'une année, qu'il est venu. Mais il a accepté la dynamique, il a signé la charte. Nous disons, OK, on y va ensemble. Au plan de l'application, est-ce que vous êtes satisfait? Mais non, on n'est pas satisfait totalement. Mais nous avons de l'espoir, notre espoir à nous, qui sommes encore dans Benno Bokk Yakaar, ne s'est pas effrité, n'est pas brisé. Et nous gardons espoir que ce que nous avons vu se réaliser. Et je dois rappeler, si on en avait le temps, on aurait le dit. Je rappelle simplement pour le littoral, la mesure prise récemment par le président de la République. Arrêtez tous les travaux. Il faut sauvegarder le domaine maritime. Mais les organisations de Perle et d'autres du littoral se sont félicitées de cette attitude. Mais on continue. Comme nous, au niveau même de Tank des Lébou, nous nous sommes félicités lorsqu'il a pris la décision de demander arrêter les travaux sur les terres en conflit. Mais ce que nous constatons, c'est que certains passent outre cette décision. C'est pourquoi nous avons fait une conférence publique pour rappeler cela et rappeler au président de la République 3 revendications. Une, arrête de tous les travaux sur les terres en conflit. C'est Yoff, Ngor, Ouakam. Et il est évident que la question même foncière ne se limite pas en termes de conflit à ce terroir, mais c'est une bombe. Il y a eu des émeutes et les jeunes de ce terroir ne lâcheront pas. Ce que nous pensons, c'est qu'il faudrait, outre l'arrêt, entamer un dialogue avec les populations, dans le sens de trouver une application même du droit de préemption. Et là, on resterait également dans l'état de droit. C'est l'état de droit qui veut ça. Regarde ce qu'on a fait à la CICES. Nous, RTS, nous nous sommes toujours élevés comme ça. Le vrai patio, c'est ça. Abdoulaye Wade a cassé le CICES, l'a démembré, l'a donné, et on a vendu, ils se sont partagés. Et ça, c'est inadmissible, intolérable. Et sur les terres de l'aéroport, les Lébou de Tank ne l'accepteront jamais. Nous allons y revenir. Et ça, c'est une question... Nous aurons le temps de revenir sur ça, comme sur la question du collectif des travailleurs. Nous allons y revenir tout de suite, puisque c'est le temps qui nous est imparti, donc qui est actuellement épuisé. Et tout de suite, donc, nous allons passer à la revue de presse, les quotidiens qui reviennent aujourd'hui sur la grâce présidentielle notamment. J'ai le plaisir donc de vous commenter nos journaux. Voilà. Bonjour, grâce présidentielle pour Karim, le PIT, la LD exige des explications à Macky. Selon Walf Quotidien, les partis membres de la Confédération pour la démocratie et le socialisme CDS sont très remontés de l'usage fait actuellement par le président de la République de son pouvoir de grâce que lui confère la Constitution. En se posant un certain nombre de questions sur la libération de Karim Wade, les forces de la gauche demandent des explications et invitent les autorités à réformer la grâce présidentielle. Macky fâche la gauche, retient l'As Quotidien. La grâce de Karim, un mauvais signal selon la gauche qui pense qu'il n'est pas question qu'on enterre cette traque. La gauche lance un vaste mouvement contre Macky Sall, signale Rewmi Quotidien. Les 2 termes du deal A3 décortiqués ce matin dans le journal qui voit une libération tumultueuse de Karim Wade. Toutefois, Decroix rectifie Idi dans Sud Quotidien, là où le président de Rewmi voit un deal international. Decroix estime, lui, que l'élargissement de Wade fils est le fruit d'un cocktail de pression d'ici et d'ailleurs que le président Macky Sall ne pouvait plus supporter. Entre devoir de vérité et passivité, ce qui freine Karim Wade est dans la tribune qui énumère les obstacles. Karim a toujours donc clamé son innocence, mais il devra expliquer à ses inconditionnels qui n'en doutaient pas qu'il est victime d'un mauvais procès. Il devra aussi engager le combat contre le pouvoir qui, si l'on en juge par les sorties du garde des Sceaux et compagnie, risque de le déchoir de ses droits civiques, ce qui réduirait à néant ses
d'atteindre le sommet. Dans Zoom Info, la justice française dénonce les micmacs de la CREI. Les avocats de l'État risquent d'être déboutés, à en croire mon confrère qui revient ce matin sur ce procès à Paris. Dans Enquête en profondeur ce matin, 2 ans de mise en œuvre, les paradoxes de la CMU, la couverture maladie universelle à la une du journal, les chiffres de la couverture maladie universelle dans le journal Enquête, la grande équation des médicaments, Balo Diacham qui parle dans le journal. Il faut arrêter de payer après service rendu. Cherbeng, le DG de la CMU, est dans Enquête. Le défi, c'est de passer de 47 à 75% de couverture en 2017, estime encore le directeur interrogé dans le journal Enquête. Dans Libération ce matin, la mafia financière et foncière sur le domaine du général Bertin à Bambilor, sous Ouad, 30 milliards de francs CFA envolés. Les détails dont Tong qui allie blanchiment et enrichissement illicite. La CENTIF soupçonne des commissions de 3 milliards dans une des opérations. À lire ce matin dans Libération, à lire dans Le Témoin, la traque de la mendicité infantile, 120 talibés sauvés de la rue, se réjouit le journal, des Maliens, des Guinéens de Conakry et de Bissau, un Gambien dans le lot, nouvelle opération de ratissage ce lundi. Robay Diouf, le directeur de la protection de l'enfance dans Le Témoin quotidien, des milliards de francs sont en jeu, à en croire le directeur général. Et puis dans le quotidien, début d'application de la mesure gouvernementale, 152 enfants plutôt ramassés dans la rue, et titre le journal. Relayé par Direct Info, croisade contre la mendicité des enfants. Direct Info, entendu par le président Macky Sall, rappelle le journal. La CEDEAO félicite le Sénégal. Dans le journal Dans le Soleil, c'est le même titre. La CEDEAO félicite le président Macky Sall. 119 enfants retirés des rues depuis jeudi. La société civile en phase avec le gouvernement veulent être accompagnés, et c'est dans le quotidien national Le Soleil. Dans le populaire, à 8 ans, il cambriole une boutique, fait inouï au quartier Tabangoy de Kaolack. Il force la serrure de la porte de derrière et emporte un butin de 75 000 francs CFA. Et c'est le fait insolite rapporté par le populaire. Dans l'Observateur, le sermon de Mohamed Macky Sall n'est ni un homme de compromission ni un comploteur, soutient le Premier ministre en interview ce matin dans l'Observateur. Le rôle que l'émir du Qatar a joué dans les libérations de Karim Wade, selon Mohamed Boun Abdallah Dionne, avant la fin de l'année ou au plus tard en début 2017, les premiers avions aux couleurs d'Air Sénégal seront à Dakar, rassure encore le Premier ministre qui est l'invité du journal L'Observateur. Dans Stade, le quotidien du sport, Euro 2016, choc des demi-finales en France, Allemagne de feu, s'exclame ce matin à Stade. Dans Sunulamb, reportage en plein cœur de Sédhiou, Pakao étale les secrets mystiques de l'Ac 2. Des djinns dictent des offrandes pour le succès de l'Ac 2. Ces marabouts travaillent avec des djinns, Sédhiou, Pakao et Karantaba, les bases mystiques de l'Ac 2, des émissaires dans le bois sacré de Niamon et Kobanao, entre autres, à lire ce matin dans Sunulamb. Bonne lecture à tous. Voilà, merci à tous. L'équipe technique également, Aïssatou Diagne, Ramatoulaye Sall et Mam Sidi Diop qui m'ont accompagné dans ce magazine. Le Wolof, c'est à 14h et suivi encore du magazine dans sa version Wolof. Mesdames, Messieurs, passez une excellente journée. À tout à l'heure. Merci.